Tristan, Govan et enfin Lancelot, 3 des 4 chevaliers apocalyptiques brillent enfin dans cet arc. Mais quel est vraiment le niveau de Nanashi? Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Yo les pros, ici Big Bon Guy, j'espère que vous allez bien car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review des chapitres 123 et 124 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Si le premier se nomme Sentence irrévocable, le second quant à lui se nomme La cour des plus grands ou encore Le domaine des puissants. 2 chapitres juste incroyables, concentrés sur de la baston pure et dure. Avec Tristan nous montrons une nouvelle attaque juste incroyable et annihilatrice. Une Govan juste badass sous sa forme musclée ou encore Sunshin ou encore Escanor. Et enfin nous passons aux choses sérieuses face au maître d'escrime du roi Arthur Pendragon, Nanashi. J'ai donc kiffé ma race en lisant ces 2 chapitres. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous préviens juste au cas où, si je n'oublie pas bien évidemment de les mettre, qu'il y a des timecodes sur cette vidéo. Donc si une partie de la vidéo ne vous plaît pas vraiment, vous pourrez bien évidemment passer à une partie plus intéressante. Mais bon, faites comme bon vous semble. Sur ce, bonne vidéo. Nous avons donc au cours du chapitre 123 des 4 chevaliers d'Apocalypse les infos sur l'anime qui nous avait été énoncé lors de la fin du chapitre 122. Et aussi l'anime a vraiment commencé. Perso, j'ai juste trouvé incroyable le premier épisode de l'anime des 4 chevaliers d'Apocalypse. Si vous ne l'avez pas encore maté, n'hésitez pas à le mater. Et aussi en ce qui concerne la VOSTFR ou bien la version originale française de l'anime, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Il y a une team de trad qui la traduit bien évidemment. Et je vous mettrai fréquemment des liens vers ces épisodes sur la chaîne bien évidemment. Et vu que la team qui s'en occupe est assez rapide, attendez-vous à voir les épisodes de l'anime bien évidemment chaque dimanche soir. Et si j'oublie de le mettre ici, il y a bien évidemment sur mon Insta, là où je vous mettrai fréquemment bien évidemment sans oublier les liens. Le lien de mon compte Insta se trouve en description. Mais trêve de bavardage, parlons maintenant vraiment bien évidemment de ce chapitre juste incroyable. Le chapitre commence directement par les effets de l'impact croissant de Govan dévoilé. Et ouais, ça a vraiment la trajectoire d'un tir de golf, ce que j'avais bien évidemment envisagé dans la revue du chapitre 122. Mais vu le manque d'infos, je ne pouvais pas l'affirmer. Nous avons donc la bête testamentaire repoussée violemment par cette attaque. Elle essaiera d'attaquer Govan avec des flammes jaillissant de sa bouche qui se trouvent au niveau de son ventre. Mais manque de bol pour elle, les flammes ne peuvent rien contre le soleil et donc ça ne fera strictement rien à cette dernière qui, sur une case que j'ai particulièrement kiffé, lui dira tout simplement que le feu ne pouvait rien contre le soleil. La bête testamentaire essaiera de l'attaquer avec sa queue mais en vain car elle pourra l'attraper et soulèvera même cette bête en lui balançant au sol, ce qui nous montre juste que cette dernière, sous cette forme évidemment, a une force physique juste incroyable car soulever une créature aussi énorme juste avec sa queue est grandement notable. La bête testamentaire essaiera de riposter avec un coup d'épée assez puissant, mais bon, Tristan sera là pour couvrir cette dernière Govan évidemment en disant des mots que j'ai trouvé assez incroyables. Il dira donc que tout le monde autour de lui disait toujours qu'il n'était ni son père ni sa mère, il était le prince Tristan. Mais lorsque Govan le lui a dit d'une manière ou d'une autre, ça a eu du sens. Il veut donc croire à travers les mots de Govan qu'il n'est ni son père ni sa mère. Il veut enfin croire qu'il est Tristan. La bête testamentaire bondira en l'air vers eux pour continuer le combat et pourra un peu les séparer. Mais avant que cela ne se produise, Tristan soulignera qu'il n'était pas sûr de comprendre les mots de Govan lorsqu'elle dit qu'ils sont pareils, car il était d'après lui à peine aussi arrogant qu'elle. Mais Govan, en écoutant cela, dira tout simplement ne sois pas timide, ce qui nous montre peut-être que Tristan, même s'il ne veut pas le montrer, est assez arrogant, surtout lorsqu'il prend sa forme démoniaque. Il devient littéralement, si je puis le dire, un peu comme Escanor avec sa forme Sunshine. Je n'avais jamais fait le lien, mais en voyant un peu plus clair, je pense perso que si on pouvait parler d'arrogance du genre d'Escanor, ce qui concerne les cavaliers de l'Apocalypse, je ne prendrais même pas l'info. Je pourrais tout simplement dire que Tristan ressemble plus à ce dernier car il n'a peur de personne lorsqu'il prend cette forme. Et même face à Arthur Pendragon, durant l'arc Lyonès, il décide sans peur d'aller affronter ce dernier, ce qui témoigne encore plus de son arrogance, croyant bien sûr qu'il est tout puissant sous cette forme un peu comme Escanor. Donc ouais, en termes d'arrogance, Tristan est supérieur à Govan. Et aussi, le commentaire de Govan là-dessus prend tout son sens avec bien évidemment cette petite explication. Nous avons donc les deux séparés par la bête testamentaire avec cette bête qui, avec un coup d'épée assez puissant, pourra repousser Tristan vers Govan. Govan lui balancera ensuite une attaque se nommant Passion du soleil ou le soleil passionné. Mais même si nous pouvons voir que ça brûle cette bête, il en sortira indemne à cause de la protection que lui confère le chaos. Govan demandera donc à Tristan d'utiliser encore une fois de plus sa forme démoniaque. Mais bon, vu qu'il ne pouvait le contrôler que pendant quelques
secondes, alors c'est mort. S'il le fait maintenant, il pourrait blesser ses compagnons. Nous avons aussi un commentaire assez notable de Govan qui en témoigne de sa puissance réelle, soulignant que si sa forme était complètement chargée, alors elle aurait pu arrêter ce dernier même sous sa forme démoniaque. Et donc, pour l'instant, vu qu'elle n'est pas à son plein potentiel, que sa forme n'est pas complètement chargée, ce serait ardu de le faire. Déjà de base, d'après moi, ce commentaire de sa part souligne deux faits assez notables. Le premier est qu'elle n'était pas du tout à fond, selon moi bien évidemment, durant l'arc lyonnais. Et le second est d'après moi qu'elle croit être un minimum supérieur à la forme démoniaque de Tristan, ce que en soi je trouve assez vrai si je prends en compte c'est dire bien évidemment. Mais le problème reste d'après moi la recherche complète de cette forme. Je ne sais pas comment pourrait-elle complètement recharger cette forme si je prends en compte le fait que pendant l'arc lyonnais elle n'était même pas à fond, car cette forme serait presque rechargeable complètement. Mais son commentaire souligne aussi d'après moi qu'elle a déjà pu complètement recharger cette forme. J'espère donc que cette dernière n'a juste pas dit ces mots sans vraiment mesurer l'ampleur de la puissance du mode démoniaque de Tristan, et aussi que nous finirons par avoir cette dernière avec cette forme complètement rechargée. Mais si je devais personnellement comparer les deux persos, Tristan et Govan, je dirais tout simplement que Govan avec sa forme complètement rechargée est possiblement à égalité avec un Tristan en mode démoniaque. Mais bon, passons. Govan, en excluant le fait que Tristan reprenne sa forme démoniaque, dira donc qu'il devait surpasser cette bête en endurance et en attaque. Elle attaquera donc sans relâche ce monstre qui sera un peu repoussé et submergé par les attaques de cette dernière, mais pourra facilement avec sa taille attraper Govan avec sa main évidemment, stoppant ainsi ses mouvements. Pour la venir en aide, Tristan utilisera sa technique fétiche, l'étoile tombante ou filante. Mais grâce à la protection que lui confère le chaos, même si le clan des démons a pour ennemi naturel la lumière émise par le clan des déesses ou plus simplement le pouvoir des déesses, il n'aura donc rien face à cette rafale d'attaque de déesses, ce qui étonnera Govan car comme je l'ai supposé, le clan des démons a pour point faible la magie de la lumière émise par les déesses. Pour empêcher cette rafale de l'attaquer, la bête testamentaire essaiera de lancer un fragment de ténèbres sur Tristan, mais lorsque ce pouvoir obscur entrera en contact avec la lumière émise par l'attaque de Tristan, une explosion annihilatrice se produira et ça fera bien évidemment réagir la bête testamentaire. Tristan se demandera ce qui s'était passé. Govan, aussi analytique qu'elle est, le remarquera et dira tout simplement à Tristan de continuer ses attaques incessantes tout en libérant son pouvoir des ténèbres, car la force générée par l'annulation de l'obscurité et de la lumière peut briser n'importe quelle défense en créant une force juste annihilatrice. Et cette attaque est une attaque que seul un Néphilim, que seul Tristan, le prince de Lyonesse, peut faire. Tristan s'inquiétera pour Govan, mais bon, ce n'est pas un problème car elle se téléportera directement vers Tristan en lui disant d'y aller à fond, ce qui l'enchantera énormément. J'ai bien aimé la case dans laquelle la bête testamentaire se demande un peu où était passé Govan. Il activera donc partiellement le mode démoniaque tout en maintenant le mode partiel de déesse. Écrira à l'image de son père des points noirs nommés neige noire. Et donc lorsque ces étoiles tombantes ou filantes entreront en contact avec ces neiges noires, l'annihilation se créera. Des explosions se produiront de partout, mettant ainsi la bête testamentaire en très mauvaise posture, en effaçant littéralement les endroits touchés par ces explosions. Nous avons donc, après cette attaque juste surpuissante, la bête testamentaire tenant à peine debout, avec différentes parties de son corps annihilées par cette attaque de Tristan. Nous avons Govan et Tristan exténués, tombant au sol. Mais avant de tomber, à son tour, la bête testamentaire, voyant que la porte vers Camelot était toujours indemne, balancera ses dernières réserves de magie dans une dernière attaque pour la détruire. En le voyant faire et étant exténué, Tristan dira à Govan de lui téléporter devant l'attaque de la bête testamentaire. Mais il est maître de sa décision. S'il meurt, ce sera uniquement de sa faute. Téléporté devant cette attaque par Govan, il fera tout simplement un mouvement de la main, utilisant bien évidemment le contre total de son père. Et donc l'attaque de la bête testamentaire visant à détruire la porte vers Camelot sera renvoyée à l'envoyeur avec le double de sa puissance initiale. Et donc une explosion juste surpuissante se produira, détruisant ainsi la bête testamentaire et divisant ses démons fusionnés. Nous avons donc Schwartz et Tristan côte à côte, avec un Tristan saluant Schwartz et Schwartz lui disant que les 10 commandements seront toujours ses héros et il ne pardonnera jamais au péché de les avoir vaincus. Mais il admet que le pouvoir du Néphilim Tristan est mortel. Il n'avait donc aucune chance face à lui. Tristan, aussi modeste qu'il est, sourira et lui dira que lui aussi a été assez puissant. Mais bon, pour un peu faire rager les gens, concernant ce chapitre bien évidemment, Nakaba fera l'infaisable. Govan viendra donc poser son derrière sur le visage de Schwartz et dira à Tristan qu'il ne se trompait pas de personne à féliciter. Et donc, pour assouvir son ego surdimensionné, il commencera bien évidemment à la féliciter en lui disant qu'elle était la maîtresse incontestable du soleil, je sais pas quoi. C'est là que se conclura ce chapitre juste incroyable que j'ai grandement apprécié et kiffé bien évidemment. Voilà tout ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne ce chapitre que j'ai énormément kiffé. Et aussi, ce chapitre confirme ce que je vous avais énoncé bien évidemment dans l'une des reviews de moi concernant la fusion de ces créatures. Car comme le film Seven Deadly Sins Ghost of Hindenburg nous l'avait montré, lorsque des démons ou d'autres races non humaines fusionnent, lorsqu'ils sont vaincus, et bah la fusion s'estompe et donc ils sont clairement divisés. Et c'est ce qui nous est montré dans ce chapitre, car lorsque Tristan et Govan ont pu battre cette fusion, ils se
sont plus bonnement divisés. Je ne sais pas pourquoi, mais Las Palmas et Galant ne se sont pas divisés après la destruction de leur fusion. Peut-être parce que Tristan les a juste tués. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Et aussi, n'hésitez pas à me donner vos avis en ce qui concerne ce chapitre en commentaire. Ça m'intéresse de ouf. Mais bon, pour gagner un peu plus de temps, passons maintenant à la revue du chapitre 124 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Nous avons donc déjà une page cover assez incroyable, nous montrant des personnages de l'ancien temps avec Arthur, Nanashi et enfin Kat Palug. Ce que en soi j'ai juste kiffé bien évidemment. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette page cover en commentaire. Et aussi, je le place là juste au cas où. Mais le fait que nous voyons Kat Palug avec eux pourrait peut-être signifier qu'il va faire son grand retour ou qu'Arthur est vraiment sous son influence. Sait-on jamais. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, ça m'intéresse de ouf. Le chapitre commence donc directement par les deux maîtres s'apprêtant à vraiment engager le combat avec un Lancelot prenant sa posture initiale de combat physique, agitant bien sûr ses deux pieds et un Nanashi se préparant à dégainer son katana. Il balancera encore une fois de plus sa cascade impitoyable sur Lancelot, mais il pourra facilement l'éviter. Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais la façon dont Lancelot a évité cette attaque de Nanashi nous en dit peut-être long sur sa façon d'éviter les attaques qui semblent lui toucher, car d'après moi, il n'a pas juste évité l'attaque de ce dernier, mais assemblé de ce que j'ai pu voir, laisser une image rémanente de lui, car nous pouvons bien voir sur l'image qu'il y a, si je puis dire, même si nous pouvons aussi voir le mouvement de déplacement juste ultra rapide de Lancelot. Donc je pourrais tout aussi dire que l'attaque l'a touché, mais grâce à cette capacité de sa part, il a pu faire encaisser cette attaque par une image rémanente de lui. C'est un peu comme s'il s'était déjà déplacé avant que l'attaque ne l'atteigne. Et donc ce cas visé, Nanashi n'était pas vraiment le Lancelot qui est bien évidemment indemne. Peut-être que je vous raconte des conneries, sait-on jamais. Peut-être qu'il est juste trop rapide et a évité l'attaque de Nanashi au moment du contact, bien évidemment. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, ça m'intéresse de ouf. Après avoir réussi à éviter l'attaque de Nanashi, il essaiera de riposter, mais bon, vu que Nanashi n'est pas n'importe qui, il montrera à ce dernier que même s'il est le plus puissant des 4 chevaliers de l'Apocalypse, le chevalier prophétique surpuissant, lui aussi n'était pas en reste. Il pourra donc stopper le coup de poing de Lancelot tout en exécutant un mouvement juste incroyable pour pouvoir faire tomber Lancelot. Et en fait, j'ai énormément kiffé la façon dont Nakaba nous montre ce combat, car même si ce n'est pas animé, nous pouvons clairement voir quel mouvement ces derniers font dans leur duel, ce qui est juste bien évidemment incroyable. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Nous avons donc Nanashi ripostant face à Lancelot, mais au moment de tomber au sol, Lancelot, aussi arrogant qu'il est, refusera d'être mis au sol par Nanashi, car il pourra juste poser ses pieds sans pour autant être au sol, faisant un peu comme s'il s'accroupillait tout en regardant Nanashi. Et en plus, pour encore plus montrer son arrogance face à Nanashi, il attaquera Nanashi dans cette position tout en dégainant l'épée de ce dernier sans qu'il ne le sache. Il reculera donc pour pouvoir préparer son attaque fétiche, avec un Nanashi juste étonné de voir qu'il venait de dégainer son sabre sans vraiment qu'il ne le sache, avec bien évidemment une vitesse juste incroyable. Nous avons donc dans une case juste incroyable Lancelot préparant l'attaque la plus puissante de son arsenal que nous ayons pu voir bien évidemment de lui. Et donc d'un mouvement de la main juste incroyable et bien évidemment de son pied qui posera au sol, ce dernier balancera la route scintillante. Et non, ce qui se passe après m'a juste fumé, car Nanashi nous montrera juste qu'il n'est pas n'importe qui, car en voyant cette attaque, et même si Lancelot lui avait dit plutôt d'essayer de l'éviter, voyant qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible, il prendra la décision de tanker cette attaque qui a mis à terre un Tristan démoniaque et Talisker, le chef des talismans obscurs. Nous avons donc ce dernier se positionnant pour le tanker, ce qui étonnera même Lancelot lui-même. Et donc la route scintillante s'abattra sur lui, mais nous avons ce dernier essayant tant bien que mal de le tanker. Et aussi vu que Lancelot était trop près du point d'impact de la route scintillante, alors il sera lui aussi pris là-dedans, sans vraiment recevoir l'impact de la route scintillante. Il sera en quelque sorte aveuglé par la lumière émise par cette attaque. Et c'est grandement dû au fait que Nanashi n'a pas fui comme Arthur ou bien Tristan en mode démoniaque. Ouais, il est resté juste sur place pour essayer de le tanker. Donc lui aussi a été en quelque sorte pris dans cette lumière aveuglante. Nous avons donc au cours du lancement de la technique de Lancelot, un Nanashi, vu qu'il est un membre du clan des déesses, se régénérant tout en recevant l'attaque et arrivant à se faufiler pour reprendre son arme des mains de Lancelot. Et étrangement, à la fin de cette attaque, nous avons l'épée de Nanashi juste intacte, ce qui nous montre peut-être que cette épée a été fabriquée peut-être par un grand forgeron. Cette épée est une épée de grande qualité, ce que en soi j'ai énormément kiffé. Je crois que ça allait se briser, mais bon, non. Nous avons donc après que Nanashi ait récupéré son épée, ce dernier balance bien évidemment une autre attaque juste surpuissante à Lancelot, mais il pourra facilement l'éviter tout en sautant par derrière. Nanashi sera donc remis d'aplomb, même après avoir été confronté à la route scintillante, grâce au fait qu'il soit une déesse. Donc grâce au fait que les déesses peuvent se remettre d'aplomb, même lorsqu'ils sont entre la vie et la mort avec leur magie, est un véritable casse-pied pour Lancelot et sa route scintillante et bien évidemment ses techniques de destruction massive. Nous avons donc Nanashi tout souriant en disant que depuis des millénaires, il n'avait plus ressenti ce frisson dans le dos qu'il ressent actuellement. Lancelot lui demandera donc ce qu'il faisait vraiment là dans ce conflit. Il dira tout simplement, tout en attaquant Lancelot avec une technique juste surpuissante, cette fois-ci basse, que c'était pour vérifier quelque chose. Lancelot pourra éviter l'attaque de Nanashi en bondissant dans les airs tout en lui demandant, préparant tout de même une rafale de fléchettes. Pourquoi était-il de la partie dans cette guerre orchestrée par Arthur Pendragon? Car il n'a pas du tout participé aux deux guerres saintes précédentes. Mais bon, il n'a pas du tout participé aux deux
premières guerres saintes précédentes, car les dieux leur avaient confrontés à une bataille sans intérêt, d'après lui bien évidemment. Et il participe à cette bataille lancée par Arthur car il veut vérifier quelque chose. Et donc, après avoir contré toutes les fléchettes de Lancelot, il balancera une attaque de position latérale se nommant vent d'hiver de la vérité à ce dernier. Ce qui, comme nous pouvons le voir, a vraiment touché Lancelot. Mais dans la case d'après, nous avons un Lancelot en pleine forme avec juste son arc détruit. Ce qui nous montre encore une fois de plus que Lancelot n'esquive pas vraiment les attaques physiques des autres, mais crée juste des images rémanentes de lui. Mais bon, en vrai de vrai, ça emmènerait le perso un peu trop loin s'il pouvait vraiment le faire, car il serait presque imbattable. Donc peut-être qu'il est juste extrêmement rapide, c'est en jamais. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Après la destruction de son arc, Lancelot dira tout simplement super, j'aime ça. La fièvre augmente de plus en plus. Il descendra donc au sol tout en disant à ce dernier qu'il ne savait pas ce qu'il cherchait réellement à vérifier, mais s'il le voulait vraiment, alors il se battra sérieusement durant cette bataille. Nous avons donc Nanashi juste stupéfait et en fin de chapitre, un Lancelot prenant enfin son mode sérieux tout en libérant son aura magique dans une case juste magnifique avec un Nanashi juste ébloui par toute cette énergie libérée par Lancelot, ce que en soi j'ai énormément kiffé. Mais avant d'aller plus loin, intéressons-nous un peu sur le cas Lancelot et sa puissance juste démentielle. Je sais bien sûr que le fait que ce dernier soit si puissant est assez dérangeant dans le sens où il passe des moments de combat aussi faciles sans pour autant vraiment donner lieu à des scènes de combat très tendues. Mais je pense qu'il y a un but derrière cela. Pour moi et juste pour moi, Lancelot représente ce que les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont censés être dans le futur, des désastres à la limite du possible et imparables qui pourraient contribuer à la fin du monde. Lancelot est le seul du groupe à avoir déjà réussi à maîtriser ses pouvoirs. Perceval est encore un débutant complet qui a réveillé sa magie il y a à peine quelques semaines. Tristan a des problèmes de longue date avec son côté démoniaque et Gauvin ne semble même pas savoir qui ou ce qu'elle est vraiment. Lancelot n'a aucun facteur de ce type qui le retient. En fait, ironiquement, le seul problème auquel il doit faire face est que sa puissance est trop grande pour que les armes normales puissent y résister. Il a encore de la place pour s'améliorer en acquérant une arme appropriée et il pourrait également obtenir un buff passif lors de l'éventuel time skip de possiblement 3 à 7 ans. Mais à l'extérieur, il est à peu près à son apogée. Je pense que c'est pourquoi le premier chapitre s'intitule Le Chevalier de la Guerre, car c'est la première fois que nous verrons toute la puissance de l'un des 4 chevaliers apocalyptiques. Les 3 autres finiront par avoir leur propre chapitre comme celui-ci, une fois qu'ils auront réussi à exploiter leur potentiel. En regardant les choses sous cet angle, il n'est pas surprenant que Lancelot domine facilement tous les ennemis. Sa position est comme si Ban était déjà dans son état post-purgatoire lorsqu'il s'est évadé du donjon de Bast. Personne n'aurait aucune chance contre lui jusqu'au jour où quelqu'un le fera vraiment, ce qui est la récompense de ce genre d'approche bien évidemment. Plus la séquence de victoire de Lancelot se poursuit, plus ce sera choquant lorsqu'il subira finalement sa première défaite véritable. Cela pourrait techniquement se produire lors de la bataille de Camelot si Arthur avait préparé une sorte de contre-attaque contre Lancelot, mais je pense qu'il serait préférable de garder ce grand moment pour l'après time skip, un moment juste incroyable montrant à Lancelot qu'il n'est pas tout puissant, car il y a encore un nombre restreint de personnages plus forts que lui et quels que soient les ennemis que les gentils affronteront, ce serait assez incroyable de voir un peu quelque chose du genre de Galant décimant les péchés pour établir la menace des 10 commandements dans le deuxième acte de Nanatsu no Taizan. Et là ce ne serait pas les 10 commandements mais juste les 4 périls, établissant ainsi leur menace, c'est en jamais. Et aussi les paroles de Nanashi à propos de la guerre sainte sont intéressantes car elles pourraient impliquer qu'il savait quel était le véritable objectif de la guerre sainte. Cela me rappelle son commentaire au chapitre 179 de Nanatsu no Taizan sur le fait qu'Arthur ne mourirait pas tant que Kat Palug serait avec lui. On ne sait pas s'il sentait simplement que Kat était spécial ou s'il était conscient des liens de Kat avec le chaos, tout ça. La dame du lac a mentionné que Kat Palug avait été scellé à un moment donné par le clan des déesses. Donc Nanashi aurait pu en entendre parler par ses alliés même s'il était trop jeune pour avoir participé lui-même au scellement, ce qui ne serait pas du tout incohérent. J'ai donc pour toutes ces raisons énormément kiffé ces 2 chapitres juste incroyables, avec même si juste de la baston, la mise au point du niveau de puissance de Tristan par rapport à Gauvin, tout ça bien évidemment. Et aussi par rapport à Nanashi et son niveau, je dirais tout simplement qu'il est peut-être, et j'y viens peut-être au même niveau que Maël et Ludociel. Si nous parlons de Tarmiel et Sarmiel, je dirais qu'il est plus puissant que car il y a bien évidemment une différence entre ces deux-là. Il y a d'abord le niveau de puissance des archanges au niveau de Tarmiel et Sarmiel et aussi ceux de Maël et Ludociel, les plus puissants bien évidemment. Et donc d'après moi, avec ce que Nanashi nous a montré de lui, il est clairement au même niveau que Maël et Ludociel. Peut-être même qu'il est même plus fort que, car lui, à la différence des deux, n'a pas du tout de grâce. Il a juste ses techniques juste surpuissantes qu'il utilise bien évidemment, ce que en soi j'ai énormément kiffé. Je me demande aussi si ce qu'il balance à Lancelot est vraiment sa magie. C'est en jamais. Nous avons donc sur la marche. Lancelot commence à être sérieux pour affronter Nanashi. L'instructeur en escrime d'Arthur qui possède une puissance écrasante est juste surpuissant. Le premier chapitre nomme Le Chevalier de la Guerre. Et déjà, à travers ce titre, le premier chapitre, comme je l'ai déjà mentionné bien évidemment si je ne dis pas de conneries, nous montrera probablement la menace que représentent vraiment les chevaliers de la prophétie. En commençant bien évidemment par le Chevalier de la Guerre. Lancelot va peut-être nous
montrer pourquoi il est l'un des 4 calamités de la fin des temps, pourquoi il possède la calamité de la guerre, pourquoi il est le chevalier le plus puissant des chevaliers apocalyptiques, pourquoi il est Lancelot, le fils de Ban et Elaine. Mais globalement, les chapitres 123 et 124 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, nommant Sentence irrévocable et aussi le domaine des puissants, étaient tous deux des chapitres juste incroyables. Nous montrons les effets de l'impact croissant de Gawain, mettant à mal la bête testamentaire, un Tristan juste incroyable, créant grâce à Gawain et son analyse hors du commun une attaque juste annihilatrice, mélangeant la neige noire et les étoiles tombantes, une technique propre au Néphilim. Et aussi nous montrons enfin pour la toute première fois le caos total qui a hérité de son père Méliodas. Et enfin, durant le duel des plus puissants sur le domaine des puissants, nous avons Lancelot pouvant facilement éviter toutes les attaques de Nanashi avec à la fin son arc se brisant, et donc il n'a plus d'armes, du moins physiques, en sa possession, ce qui pourrait un peu lui nerfer. Mais Nanashi aussi n'est pas en reste, car il a pu à lui seul, sans aide extérieure, résister à la technique signature de Lancelot, la route scintillante, forçant ainsi ce dernier qui avait maintenant la fièvre du combat à passer aux choses sérieuses. Nous avons donc Nanashi face à un Lancelot sérieux. J'espère avoir un combat d'exception entre Lancelot et Nanashi. Voilà tout pour cette vidéo.